Un C-130 de l'armée de l'air nigériane se pose sans autorisation sur le tarmac de Bobo-Dioulasso et toute la région retient soudain son souffle. En quelques minutes, ce que Lagos décrit comme un atterrissage technique devient pour Ouagadougou et ses alliés du Sahel une violation frontale des procédures de souveraineté et des règles d'aviation. Au cœur de ce face-à-face feutré, le nom d'Ibrahim Traoré circule dans les briefings militaires et inquiète les observateurs. Que révèle vraiment cet incident discret sur l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest ? Ce rapport propose d'éclairer un incident aérien qui, malgré son apparent caractère technique, a révélé des fragilités profondes dans la dynamique sécuritaire ouest-africaine. L'enjeu central pour le public est simple: comprendre comment une seule violation de procédure peut modifier durablement les équilibres régionaux. L'épisode met en parallèle 3 niveaux de risque, celui de l'escalade militaire, celui de la confusion diplomatique créée par 2 récits officiels opposés et celui plus discret d'une évolution doctrinale au sein de l'Alliance des États du Sahel. Dans cette perspective, l'analyse s'attache à séparer les faits vérifiés, les déclarations publiques et les interprétations produites par les centres de recherche en sécurité afin de cartographier ce qui relève du certain et ce qui relève du perçu. Enfin, la séquence ouvre une question déterminante. Si un atterrissage non autorisé peut déclencher une mise en alerte généralisée, que signifie cela pour la stabilité opérationnelle de la région dans les prochains mois ? 2 éléments, longtemps relégués en note de bas de page par les observateurs, résument pourtant le cœur du dossier. L'alerte maximale déclenchée en moins de 10 minutes après l'atterrissage non autorisé et la confirmation simultanée par plusieurs sources sécuritaires régionales qu'un avertissement interne aurait été formulé au plus haut niveau militaire. Ces 2 données, associées à la trajectoire documentée du C-130 nigérian, permettent d'éclairer la logique de réaction adoptée. Selon les informations consolidées par les correspondants de défense, l'appareil transportait 11 militaires nigérians, 2 membres d'équipage et 9 officiers en uniforme et devait rallier le Portugal. L'entrée dans l'espace aérien burkinabé, sans clairance préalable, a immédiatement déclenché l'intervention des forces de sécurité, lesquelles ont procédé à l'interception, à la sécurisation des personnels et aux vérifications dites préliminaires. Dans les heures suivantes, les autorités burkinabées ont insisté sur 3 points: absence de demande d'autorisation, non-respect des procédures nationales d'aviation et nécessité d'un contrôle de souveraineté. De leur côté, les autorités nigérianes ont parlé d'un atterrissage technique d'urgence. Conformément aux règles internationales de sécurité aérienne, c'est dans cet espace de divergence qu'apparaît le rôle d'Ibrahim Traoré. Plusieurs sources militaires régionales, non relayées par les canaux officiels de la présidence burkinabé, ont rapporté qu'il aurait rappelé en briefing interne qu'un incident similaire, s'il se reproduisait, pourrait être traité comme une menace aérienne et neutralisé. Le fait que cet avertissement n'ait pas été médiatisé, mais qu'il circule dans les cercles sécuritaires, ajoute une couche de complexité à la lecture stratégique de l'événement. La libération, intervenue sans charge, après contrôle et interrogation de routine, a toutefois signalé une volonté de ne pas franchir le seuil de l'escalade. Cet équilibre fragile entre doctrine ferme et des escalades pragmatiques éclaire l'ensemble de la crise. Pour comprendre comment l'incident a façonné les premières heures de réaction régionale, il est utile de suivre 2 trajectoires humaines souvent absentes des communiqués officiels. La première concerne les officiers nigérians eux-mêmes. D'après plusieurs sources sécuritaires citées par la presse régionale, ils ont été immédiatement escortés, soumis à des vérifications standards et tenus à l'écart des zones opérationnelles sensibles de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Aucun mauvais traitement n'a été signalé et leur encadrement s'est déroulé selon un protocole décrit comme strict mais conventionnel. Ce traitement illustre la volonté burkinabé de préserver une forme de normalité procédurale malgré la tension. La seconde trajectoire est celle des équipes burkinabées mobilisées sur place, dont les témoignages relayés par les médias internationaux décrivent une phase d'incertitude marquée par la nécessité de confirmer 3 paramètres: l'identité exacte des personnels, l'objet du vol et les conditions
préparation de son entrée dans l'espace aérien. Ces étapes ont motivé le maintien d'un périmètre sécurisé autour de l'appareil, ainsi qu'une coordination rapide entre les services de contrôle aérien, les unités de terrain et les canaux diplomatiques internes. Ces deux micro-cas révèlent un point clé. L'incident n'a pas seulement été un événement juridique ou diplomatique, il a imposé, dès les premières minutes, une gestion humaine de l'ambiguïté, où prudence opérationnelle et communication mesurée devaient avancer ensemble. Cette articulation précoce, rarement visible dans les récits officiels, éclaire la manière dont une simple déviation d'aéronef peut devenir un test de réactivité institutionnelle. En d'autres termes, que signifie une telle tension lorsqu'elle se cristallise autour d'acteurs ordinaires propulsés dans une situation exceptionnelle? Le déclencheur de la séquence est d'une simplicité trompeuse, un C-130 militaire identifié comme appartenant à l'armée de l'air nigériane, apparaît dans l'espace aérien burkinabé sans que les autorités de contrôle n'aient reçu la moindre demande de clairance. L'absence de communication préalable, dans un contexte régional déjà marqué par la méfiance et par le recentrage souverainiste de l'Alliance des États du Sahel, agit comme un signal d'alerte immédiat. En quelques instants, les contrôleurs transmettent l'anomalie, les unités au sol se mettent en mouvement et le protocole d'interception s'applique selon les normes internes de sécurité. Le pic intervient lorsque l'aéronef se pose sur le tarmac de Bobo-Dioulasso. La convergence entre l'incompréhension opérationnelle et la sensibilité géopolitique du moment crée un climat où prudence et fermeté se superposent. Les officiers nigérians sont escortés, l'appareil est sécurisé et une chaîne de vérification est lancée pour déterminer s'il s'agit d'une erreur technique, d'un manquement procédural ou d'un acte jugé hostile. Dans le même temps, côté AES, les systèmes de défense aérienne passent en état d'alerte maximale, radars activés, surveillance renforcée, ordre de neutralisation en cas de violation répétée. Des sources régionales affirment que Ibrahim Traoré, lors de réunions internes, aurait rappelé la possibilité d'une riposte directe si un incident analogue survenait à nouveau, soulignant l'importance du respect strict de la souveraineté aérienne. La retombée s'amorce lorsque les autorités burkinabè confirment que les 11 militaires nigérians, 2 membres d'équipage et 9 officiers, ont été interrogés, contrôlés puis libérés sans charge. Cette étape marque un tournant net, malgré l'alerte élevée, malgré la divergence persistante entre le récit du Nigeria, atterrissage technique conforme aux procédures, va celui du Burkina Faso, violation caractérisée. La décision de relâcher les officiers traduit un choix stratégique de désescalade. Les analystes régionaux interprètent ce geste comme la volonté de contenir la tension avant qu'elle ne s'amplifie, tout en réaffirmant symboliquement la position burkinabé sur la gestion stricte de son espace aérien. Parallèlement, l'échange de communiqués met en lumière la profondeur du désaccord. Le Nigeria maintient que son appareil a suivi les règles de sécurité aérienne et qu'aucune violation n'a été commise. L'AES, elle, parle d'acte inamical, insiste sur la gravité de l'infraction et justifie la mise en alerte des forces aériennes. Entre ces deux lectures, les organismes indépendants, centres de recherche, revues de défense, agences de suivi aérien, confirment simplement les faits bruts. Le vol, la déviation, l'interception, la détention temporaire, la libération finale. Dans l'ensemble, la séquence s'apparente à une chorégraphie de tension maîtrisée, un incident isolé mais amplifié par un contexte régional chargé, une réaction rapide mêlant sécurité immédiate et prudence diplomatique. Enfin, une sortie de crise silencieuse mais significative. Cette dynamique éclaire la manière dont, dans le Sahel contemporain, une décision prise en quelques minutes peut peser durant plusieurs semaines dans les calculs stratégiques et la rhétorique sécuritaire. L'incident repose sur 3 mesures vérifiables qui structurent l'ensemble du dossier. D'abord, la présence de 11 militaires nigérians à bord de l'appareil. Ensuite, la composition précise du contingent, soit 2 membres d'équipage et 9 officiers en uniforme. Enfin, l'identification de l'aéronef lui-même, un C-130 de transport militaire dont la trajectoire prévue devait relier le Nigeria au Portugal. Chacune de ces données, pourtant minimale, devient un point d'appui
permettant de comprendre la logique d'activation sécuritaire côté burkinabé et la stratégie de communication côté nigérian. La première mesure, les 11 militaires éclairent la nature de la réaction initiale. Pour les autorités burkinabè, intercepter et sécuriser un groupe d'officiers étrangers apparaissant sans clairance dans un aéroport stratégique n'est pas qu'un réflexe juridique. C'est un impératif lié à la doctrine de souveraineté renforcée portée par l'Alliance des États du Sahel. Les vérifications préliminaires engagées à leur arrivée ont donc suivi un processus décrit comme méthodique: contrôle d'identité, interrogatoire limité, maintien en zone sécurisée. Les sources internationales mentionnent qu'aucun mauvais traitement ni prolongation arbitraire de la détention n'a été constaté, ce qui permet de qualifier cette étape comme ayant été contenue et calibrée. L'enjeu pour Ouagadougou était de démontrer que la fermeté procédurale pouvait coexister avec une gestion respectueuse des personnels concernés. La deuxième mesure, la répartition 2+9, offre un éclairage sur la perception de risque. Un équipage réduit accompagné exclusivement d'officiers nigérians a renforcé l'idée, côté AES, qu'il s'agissait d'un vol opérationnel significatif et non d'un simple transit neutre. Cela explique la rapidité de la coordination entre contrôle aérien, unité au sol, chaîne diplomatique interne. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré, déjà mentionné dans les briefings sécuritaires selon plusieurs sources régionales, apparaît comme l'un des pivots doctrinaux. La fermeté qu'on lui attribue s'inscrit dans une logique de dissuasion visant à prévenir toute répétition d'intrusions non déclarées. L'explication fournie par les autorités nigérianes, un atterrissage technique, ne modifie pas le calcul initial burkinabé. Pour elle, la configuration du personnel suffit à justifier une vigilance élevée. La troisième mesure, l'identification du C-130, joue un rôle structurant dans le débat. Pour Lagos, la nature militaire de l'appareil n'infirme pas la thèse d'un déroutement technique conforme aux procédures internationales. Pour Ouagadougou, elle renforce au contraire la nécessité d'une réaction robuste. Un aéronef militaire non annoncé, entrant dans un espace aérien d'un État membre de l'AES, représente un élément de rupture dans l'équilibre régional, surtout depuis la réaffirmation du cadre souverainiste engagé par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le passage en alerte maximale des défenses aériennes de l'AES doit être compris sous cet angle, non pas une réponse à la puissance de l'appareil, mais à son absence de notification préalable. L'évolution du dossier, de l'interception à la libération, vient alors nuancer les premières interprétations. Le fait que les officiers aient été autorisés à repartir après contrôle montre que la fermeté doctrinale n'a pas empêché une sortie de crise pragmatique. Les centres de recherche en sécurité voient dans cette conclusion une consolidation. L'incident sert désormais de référence interne pour calibrer les protocoles d'alerte sans avoir franchi le seuil militaire de la confrontation. La première thèse, portée principalement par les autorités nigérianes, soutient que l'atterrissage du C-130 relevait strictement d'une procédure internationale de sécurité. Selon ce récit, lorsque un appareil militaire rencontre une défaillance technique ou une nécessité opérationnelle imprévue, il peut se dérouter vers l'aéroport le plus proche sans notification complète, tant que la manœuvre vise à préserver la sécurité du vol. Dans cette logique, les 11 militaires, 2 membres d'équipage et 9 officiers, n'étaient pas engagés dans une opération sensible, mais seulement en transit vers le Portugal. Les responsables nigérians rappellent que les personnels ont été traités cordialement et que l'appareil était destiné à reprendre sa route une fois les vérifications terminées. La seconde thèse, défendue par le Burkina Faso et relayée par les partenaires de l'Alliance des États du Sahel, affirme qu'aucune justification technique ne peut exonérer un aéronef militaire de son obligation première, déclarer son entrée dans un espace aérien souverain. Pour Ouagadougou, l'absence de demande de clairance combinée au statut militaire de l'appareil constitue une violation caractérisée des procédures nationales. Les autorités burkinabè rappellent aussi que la situation régionale exige une vigilance renforcée et que l'incident justifiait pleinement l'interception, la sécurisation des personnels et l'ouverture d'enquêtes préliminaires. Dans les briefings internes mentionnés par plusieurs sources, le nom d'Ibrahim Traoré surgit comme référence doctrinale à une ligne rouge.
Éviter toute répétition jugée dangereuse pour la stabilité aérienne de l'AES. La réponse fondée repose sur ce qui est unanimement confirmé par les organismes indépendants. Le vol a bien dévié, il a bien atterri, sans autorisation, les militaires ont bien été retenus puis libérés sans charge et les récits officiels demeurent contradictoires. Autrement dit, aucune des deux thèses ne peut être totalement invalidée car elle s'appuie sur des cadres interprétatifs différents, sécurité aérienne pour le Nigeria, souveraineté territoriale pour l'AES. Ce que la séquence prouve, c'est que l'interception était prévisible dans le contexte régional actuel, de même que la désescalade décidée ensuite. L'incident devient alors un cas d'école où deux visions cohérentes s'opposent sans s'annuler. Un seuil vient d'être franchi à ce stade du dossier, un élément discret mais déterminant réoriente toute la lecture stratégique. La mise en alerte maximale simultanée des forces aériennes de l'AES, confirmée par plusieurs sources régionales, n'était pas seulement une réaction à l'atterrissage non autorisé, mais l'expression d'une doctrine désormais consolidée. Cette doctrine repose sur un principe simple, tout aéronef militaire entrant sans notification est traité comme une rupture potentielle d'équilibre. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré reprend une importance particulière. Les briefings internes qui lui sont attribués, bien qu'il n'ait pas été diffusé par les canaux officiels, indiquent une volonté d'établir des lignes rouges claires, non pour provoquer un affrontement, mais pour verrouiller la marge d'incertitude dans un espace aérien déjà saturé de tensions. L'autre volet du midpoint se joue côté nigérian. En maintenant sa version d'un atterrissage technique conforme aux procédures, Lagos semble vouloir préserver un précédent juridique utile pour ses futurs vols militaires, sans reconnaître la lecture souverainiste défendue par l'AES. Cette asymétrie stratégique, qui persiste malgré la libération des 11 militaires, crée un pivot narratif où faits confirmés et interprétations rivales s'imbriquent. À partir d'ici, les conséquences deviennent plus visibles. Les premières conséquences se manifestent pour les nations impliquées. Du côté du Burkina Faso, l'incident renforce la centralité de la doctrine souverainiste portée par l'AES. Toute incursion aérienne non annoncée devient un test direct de résilience institutionnelle. La réaction rapide, interception, sécurisation, enquête préliminaire consolide la crédibilité du dispositif. Pour le Nigeria, la nécessité de maintenir la version d'un atterrissage technique vise à éviter qu'un précédent diplomatique ne limite ses futures opérations régionales. La divergence de récit n'est donc pas un simple désaccord, mais un indicateur structurant de la manière dont chaque État entend défendre sa propre légitimité. Le nom d'Ibrahim Traoré, déjà évoqué dans les briefings selon plusieurs sources militaires, pèse ici comme un marqueur doctrinal. Fermeté, vigilance et lignes rouges explicites. Les effets touchent ensuite les dispositifs nationaux de défense. Pour l'AES, l'activation de l'alerte maximale, la radar renforcé, suivi des vols non déclarés, ordre de neutralisation en cas de récidive, signale une transition vers une posture de dissuasion préemptive. L'incident devient un cas d'étude interne pour affiner les protocoles de réaction accélérée. Il montre aussi la nécessité d'une coordination plus étroite entre surveillance aérienne, centre d'analyse et unités déployées. Côté nigérian, le maintien de la thèse technique souligne la volonté de ne pas apparaître comme ayant enfreint une règle, mais l'épisode rappelle que les vols militaires transfrontaliers exigent un niveau de transparence renforcé lorsque la région connaît une recomposition stratégique. Pour les réseaux diplomatiques, l'incident crée une zone grise qui oblige les deux parties à réajuster leurs canaux de communication. La libération rapide des 11 militaires évite une crise prolongée, mais les récits contradictoires persistent dans les échanges officiels. Cette coexistence de versions opposées oblige les acteurs régionaux, notamment les organisations d'analyse sécuritaire et les médiateurs informels, à clarifier ce qui relève du confirmé et ce qui relève de l'interprétation. La prudence d'Ouagadougou à ne pas médiatiser les avertissements attribués à Ibrahim Traoré, tout en laissant circuler ces informations dans les sphères sécuritaires, renforce l'idée d'une diplomatie de signal implicite plutôt que déclaratif. Enfin, la dimension régionale,
KV amplifie la portée de l'incident. La rupture entre l'AES et la logique d'intégration précédemment incarnée par la zone CEDEAO accentue les tensions structurelles. Le déclenchement de mesures parallèles au Niger, notamment l'intensification des inspections et des contrôles sur les marchandises d'origine nigériane, illustre un réflexe de souveraineté aligné sur la posture burkinabé. Les analystes considèrent ces décisions comme symboliques plutôt que comme des signes d'escalade, mais elles témoignent d'un glissement durable. L'espace sahélien redéfinit ses règles et chaque incident aérien devient un marqueur de cette recomposition. La convergence de ces effets montre que l'épisode dépasse largement le seul atterrissage non autorisé. Il restructure des perceptions, ajuste des doctrines et révèle des rapports de force déjà latents. 3 trajectoires possibles émergent pour les mois à venir, chacune découlant des tensions révélées par l'atterrissage non autorisé et des réactions qu'il a déclenchées. Elles ne prédisent rien. Elles offrent un cadre pour lire ce que les faits confirmés rendent plausible, sans dépasser les limites d'interprétation imposées par la neutralité. Scénario de base, stabilisation prudente. Dans cette projection, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, au sein de l'AES, consolident leur posture de vigilance aérienne tout en maintenant, comme lors de la libération des 11 militaires nigérians, une préférence pour la désescalade. Les protocoles de notification de vol militaire deviennent plus stricts, ce qui réduit le risque d'incidents similaires. Le Nigeria continue d'insister sur sa version technique de l'atterrissage, mais évite les surenchères verbales. Les divergences persistent, mais restent contenues. L'interprétation interne attribuée à Ibrahim Traoré demeure dans la sphère stratégique plutôt que publique, ce qui permet d'éviter une cristallisation politique excessive. Scénario optimiste, réouverture des canaux structurés. Dans cette version, l'incident sert de catalyseur pour renforcer la coopération régionale minimale malgré les tensions existantes. Les mécanismes de communication aérienne entre Lagos et l'AES sont standardisés, réduisant la marge d'erreur et les ambiguïtés. Les analyses produites par les centres de recherche sécuritaire participent à établir une base commune de faits, donnant aux diplomates un terrain neutre pour reconstruire un cadre d'échange fonctionnel. L'épisode devient alors une séquence de référence. Il illustre qu'une violation de procédure peut être résolue sans confrontation et peut même ouvrir un espace de clarification. Scénario pessimiste, durcissement doctrinal. Ici, les récits contradictoires prennent davantage de place dans les discours officiels. Le Nigeria, en cherchant à protéger la légitimité de ses opérations, refuse toute révision de sa position. L'AES, elle, considère l'absence de clairance comme un signal qui nécessite une posture plus stricte encore. Les avertissements attribués à Ibrahim Traoré, bien que non relayés par la présidence burkinabé, deviennent un élément que certains acteurs extérieurs interprètent comme un indicateur de seuil. Dans ce contexte, chaque vol militaire non annoncé risque d'être perçu comme une provocation et la région entre dans une période de tension prolongée. Chaque scénario repose sur une constante, la nécessité d'interpréter correctement les faits confirmés et de ne pas extrapoler au-delà de ce que les données établies permettent de lire. Pour une partie du public régional, l'incident rappelle avant tout la fragilité du climat sécuritaire au Sahel. Le simple fait qu'un atterrissage non annoncé puisse activer en quelques minutes une chaîne d'alerte militaire met en évidence la tension structurelle dans laquelle vivent les populations civiles. Les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs perçoivent cette séquence comme un indicateur de volatilité. Les règles existent, mais le moindre écart peut déclencher une réponse immédiate. Cette prise de conscience nourrit un besoin croissant de lisibilité et de transparence dans la gestion des frontières aériennes. Pour les communautés engagées dans le suivi de l'actualité diplomatique, l'épisode éclaire la difficulté de concilier deux cadres narratifs, celui du Nigeria qui insiste sur les procédures de sécurité après un déroutement technique et celui du Burkina Faso dont les institutions réaffirment la primauté de la souveraineté aérienne. Cette coexistence de récits impose au public une lecture nuancée. Comprendre qu'un même fait peut être interprété de manières opposées sans que l'un des récits ne rende l'autre impossible. C'est dans cet espace que se forment les attentes
suivantes concernant la communication officielle, l'exactitude des faits et leur distinction d'avec les interprétations. Pour les diasporas et observateurs internationaux, l'épisode agit comme un rappel de la transformation en cours dans la région. Depuis le retrait de la CEDEAO par 3 États du Sahel et la constitution de l'AES, chaque événement frontalier ou aérien est scruté pour comprendre l'évolution des doctrines de défense. L'incident du C-130 devient alors un prisme. Il permet d'anticiper les zones d'ajustement futures sans spéculer sur des intentions non documentées. À travers ces 3 regards, un point commun apparaît, la demande de clarté. Que s'est-il passé, pourquoi et comment éviter qu'un incident similaire ne se transforme en crise durable? La sortie de crise observée dans cet incident fournit un canevas que les acteurs régionaux peuvent transformer en feuille de route opérationnelle sans dépasser les limites des faits confirmés. La première étape consiste à formaliser un protocole de notification aérienne homogène entre le Nigeria et les États de l'AES. L'objectif n'est pas de créer un nouveau cadre juridique, mais de préciser dans les marges existantes la séquence minimale d'informations à transmettre lorsqu'un aéronef militaire doit se dérouter. Cette mesure réduit mécaniquement les zones d'ambiguïté qui ont alimenté la tension. La seconde étape repose sur la mise en cohérence des chaînes de réaction internes. Les unités au sol, les centres de contrôle et les canaux diplomatiques doivent disposer d'un séquencement clair pour harmoniser leurs interventions. Interception, sécurisation, vérification, puis communication institutionnelle. L'incident de Bobo Dioulasso montre que cette coordination est déjà possible, mais perfectible. La troisième étape concerne la gestion des récits officiels. Les divergences entre la lecture nigériane et la lecture burkinabé ont démontré l'importance de séparer faits établis et interprétations. Ici, les centres de recherche sécuritaires et les médias spécialisés jouent un rôle d'arbitre méthodologique. Le nom d'Ibrahim Traoré, mentionné dans les briefings sécuritaires selon plusieurs sources, souligne la nécessité de distinguer entre signaux internes et messages publics afin d'éviter une crispation diplomatique inutile. Enfin, une quatrième étape consiste à cartographier les risques de répétition. Sans spéculer sur des intentions futures, l'incident fournit des jalons, type d'appareil, absence de clairance, réaction immédiate. Les institutions peuvent transformer ces éléments en critères d'alerte mesurables pour anticiper et contenir tout incident similaire. Lorsque l'on revient aux 2 trajectoires humaines évoquées plus tôt, les officiers nigérians escortés avec prudence et les équipes burkinabées confrontées à l'incertitude opérationnelle, l'incident prend une dimension plus concrète. Ces individus, projetés dans une situation où chaque geste devait rester mesuré, incarnent la réalité silencieuse d'une tension qui aurait pu dévier. Leur expérience constitue le fil conducteur discret de tout le récit, l'équilibre fragile entre vigilance et retenue. Dans cette perspective, les signaux attribués à Ibrahim Traoré lors des briefings internes, bien qu'ils n'aient pas été officialisés, rappellent la profondeur des choix que doivent opérer les responsables lorsqu'un incident met à l'épreuve la souveraineté aérienne. Un avertissement peut être prononcé en interne sans être proclamé publiquement et ce simple écart de visibilité suffit à révéler la complexité du moment. La situation vécue par ces acteurs rappelle une vérité simple. Même dans un contexte chargé de tensions régionales, la décision de libérer les 11 militaires sans charge a fermé la porte à une confrontation ouverte. Cette retenue, discrète mais décisive, demeure le point d'équilibre du dossier. Une retenue peut peser plus qu'une riposte. Dans un paysage régional où chaque mouvement aérien peut devenir un test de souveraineté, cet incident rappelle l'importance d'une lecture attentive et nuancée des faits. Il montre aussi que la retenue demeure possible, même lorsque les récits s'opposent et que les tensions s'accumulent. L'analyse neutre permet à chacun, observateur, citoyen, lecteur, de comprendre ce qui est établi, ce qui est interprété et ce qui reste indéterminé. Pour le public, l'enjeu dépasse la seule trajectoire du C-130 nigérian. Il interroge la façon dont les États communiquent, réagissent et définissent leurs lignes rouges sans franchir le seuil de la confrontation. Cette compréhension collective nourrit une vigilance civile précieuse, capable de distinguer entre alarmisme
et prudence, entre tension et escalade. Si ce type de dossier vous intéresse, tension régionale, sécurité aérienne, dynamique diplomatique, votre regard et vos questions contribuent à affiner la qualité des analyses proposées. Comment, selon vous, un incident aussi discret peut-il influencer les relations entre États dans les mois à venir ?